Alors le bonheur, tout le monde le cherche, mais est-ce qu'on s'y prend de la bonne manière? Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui retourne un peu le cerveau. Et si, à force de chercher le bonheur, on était justement en train de s'en éloigner? Oui, ça a l'air complètement paradoxal dit comme ça. Comment est-ce que la recherche acharnée d'une chose pourrait nous en priver? C'est pourtant cette tension qui va nous servir de fil rouge pour tout comprendre. Bon, première étape, la poursuite impossible. On va commencer par décortiquer l'idée que presque tout le monde se fait du bonheur. Une idée qui semble évidente, mais qui, en réalité, cache un piège redoutable. Alors voilà l'idée de départ, celle qu'on entend partout. Pour être heureux, il suffirait d'avoir tout ce qu'on désire. L'argent, l'amour, le succès, on coche toutes les cases et hop, la vie est belle. Ça semble tenir la route, non? En fait, pas tant que ça. Et c'est là que le bas blesse. Le désir, par nature, c'est un manque. Dès qu'on en satisfait un autre pointe le bout de son nez. C'est une course sans fin. Alors que le bonheur, on se l'imagine plutôt comme un état de plénitude, un truc stable, qui dure. Vous voyez le problème? Comment est-ce qu'une course-poursuite infinie pourrait nous mener à un état de repos complet? Et attention, cette idée ne date pas d'hier. Platon, il y a plus de 2000 ans, utilisait déjà une image hyper parlante, celle du tonneau percé. Imaginez passer sa vie à essayer de remplir un tonneau qui fuit de partout. C'est épuisant et surtout ça ne marche jamais. C'est l'image parfaite d'une vie passée à courir après la satisfaction de désirs infinis. La quête elle-même nous empêche d'arriver à destination. Donc si le bonheur n'est pas la satisfaction de tous nos désirs, alors c'est quoi? Pour y voir plus clair, la philo nous offre un outil génial, l'expérience de pensée. Et celle-ci, la machine à illusions, risque bien de tout faire basculer. Alors juste avant de découvrir cette machine, il faut comprendre ce qu'elle vient attaquer. Il s'agit de l'hédonisme. En gros, c'est l'idée que le but de la vie, c'est d'avoir un maximum de plaisir et un minimum de douleur. Le bonheur, ce serait juste une question de sensation. Si on se sent bien, alors tout va bien. C'est le ressenti subjectif qui compte avant tout. Et c'est là que le philosophe Robert Nozick entre en scène. Il nous dit: imaginez une machine à expérience. On se branche et des neuroscientifiques stimulent notre cerveau pour nous faire vivre absolument tout ce qu'on désire. Ressentir la fierté d'écrire un chef-d'œuvre, la joie de trouver le grand amour. Et le truc, c'est que la simulation serait parfaite, impossible à distinguer de la réalité. Et voilà la question qui tue. La machine garantit une vie de kiff absolu, un bonheur subjectif total. Zéro effort, zéro risque d'échec. Si on suit la logique hédoniste, refuser serait complètement irrationnel. Et pourtant, la plupart d'entre nous auraient un nom qui leur brûle les lèvres. Mais pourquoi? Allez, on va creuser ce nom. C'est là qu'on arrive au distinguo crucial. Ce refus quasi instinctif, il révèle quelque chose de fondamental sur ce qui compte vraiment pour nous. Quelque chose qui va bien au-delà du simple plaisir. Le point crucial, il est là. Ce refus de se brancher montre qu'on accorde une valeur immense à la réalité elle-même. On ne veut pas seulement avoir la sensation d'accomplir des choses, on veut les accomplir pour de vrai. Il y a autre chose qui nous importe que nos états mentaux subjectifs. Le philosophe Eduardo Rivera Lopez a super bien décortiqué ça. Quand on désire écrire un roman, par exemple, il y a en fait deux désirs en un. Le premier, c'est le désir de ressentir la fierté, la joie de l'avoir fait. Ça, la machine peut nous le donner. Mais il y a un deuxième désir, plus profond. Le désir que cette satisfaction corresponde à un fait réel. Le désir de savoir qu'on a vraiment écrit ce livre. Et ça, la machine ne peut pas nous l'offrir. Et ça nous amène à une distinction conceptuelle ultra puissante pour une disserte. Il faut absolument différencier la satisfaction subjective, qui est juste une croyance, une sensation, de la satisfaction réelle, qui est l'accomplissement objectif d'un désir dans le vrai monde. La machine nous offre la première sur un plateau, mais elle nous vole la seconde. Et notre refus, c'est la preuve qu'on tient bien plus à la satisfaction réelle. D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais concrètement, comment on utilise cette idée pour cartonner à l'examen? Comment on la transforme en un outil efficace? Voici le réflexe à adopter, le test de la machine. Face à n'importe quel sujet sur le bonheur, l'art ou le travail, la question à se poser, c'est: est-ce que cette forme de bonheur est accessible dans la machine? Si la réponse est non, demandez-vous: alors, qu'est-ce qui lui manque? Et 9 fois sur 10, la réponse, c'est la réalité. Et cet outil, il est redoutable. Pourquoi? Parce qu'il nous sort des clichés. Il nous oblige à nous interroger sur la vraie valeur de ce qu'on vit, pas seulement le plaisir qu'on en tire. Et en plus, c'est un vrai couteau suisse. Ça marche pour plein de sujets différents. Faisons un test rapide. Appliquons-le à l'art. La machine peut nous donner le plaisir de voir un tableau magnifique, mais est-ce que la valeur de l'œuvre se résume à ça? Ou bien vient-elle aussi du fait qu'elle a été créée par un être humain réel, avec son histoire, son génie? La connexion au réel, ça change tout. On arrive maintenant à la conclusion de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur la vraie nature du bonheur? La première chose, c'est que le bonheur n'est pas un produit de consommation.
Ce n'est pas un état mental qu'on pourrait s'injecter ou recevoir passivement, comme le propose la machine. C'est bien plus un projet, une construction. Quelque chose qu'on bâtit activement dans le monde réel, avec ses galères et ses échecs, mais aussi ses victoires bien authentiques. La nuance, elle est là. Il s'agit moins de ressentir le bonheur que de construire une vie heureuse. Et pour la punchline finale, parfaite pour une copie, c'est Kant qui nous la donne. Il dit que le bonheur n'est pas une équation logique à résoudre, mais un idéal de l'imagination. En gros, c'est une vision, une direction qu'on se donne. C'est plus une boussole qu'une carte au trésor. Du coup, on peut se demander si on ne se pose pas la mauvaise question depuis le début. Peut-être que le but n'est pas de chercher un état mental un peu fuyant, mais plutôt de se demander quelle réalité a assez de valeur pour que j'y consacre ma vie. Et ça change complètement la perspective, non ?